Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 4 avril 2023 et c'est l'épisode 316. On va pas vous surprendre, on va parler d'intelligence artificielle générative dans cet épisode, mais on va aussi parler de l'appel de certains grands noms de la tech, ou presque à la pause au développement de nouvelles versions des services. Faut-il attendre un peu avant de développer GPT-5 et consorts ? On va en parler dans cet épisode. Et puis, le reste de l'actu tech avec TikTok, qui est toujours un sujet chaud aux États-Unis. Pourrait-il vraiment être banni ? Il y a ByteDance, la société chinoise, la société mère de TikTok, qui prépare d'ailleurs ses cartouches de rechange, avec notamment Lemon8. Alors moi, j'aime pas trop les services qui se terminent en 8, ça me rassure pas beaucoup, mais bon, Lemon8, qui veut concurrencer plus directement Instagram. Détour également dans la cybersécurité et le monde des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, une fois de plus, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, responsable mais pas coupable, néanmoins. Ouais, mais quand même, titulaire, on va dire, hein, quand même. Merci beaucoup aux personnes qui ont fait la démarche de nous rejoindre sur Patreon, ou d'ailleurs d'actualiser leur abonnement. Je souligne aussi dans le même package les personnes qui préfèrent peut-être revoir à la baisse leur participation, mais continuer à maintenir le podcast, à maintenir leur soutien dans le podcast, ou ceux qui, au contraire, rehaussent un petit peu leur participation, ou ceux qui arrivent. Donc je vais citer Rémi, Aubeuf, Franck NGNO, Bastien Trotobas, Steph 500, tiens, ça me dit quelque chose, et Walid qui d'ailleurs a déposé un petit message en même temps que son abonnement sur Patreon. J'ai découvert Tech Café il y a un an environ, c'est un de mes rendez-vous préférés. Vous couvrez l'actualité tech avec humour et de manière très complète, on apprend plein de choses, heureux de pouvoir modestement vous soutenir. Il n'y a pas, Walid, de soutien modeste, c'est la somme des petites actions qu'on trouve extrêmement fructueuses avec Patreon, donc merci beaucoup d'en faire la démarche, et merci aussi beaucoup de ce petit message qui permet de voir que vous nous rejoignez au fil de l'eau. Vous n'êtes pas que des auditeurs historiques qui écoutaient à l'époque Tablette Café et qui nous écoutent depuis 10 ans, mais il y a aussi des personnes qui découvrent le podcast plus récemment, et ça fait très 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 plaisir. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas encore fait et que vous avez rejoint le podcast il y a peu, je vous invite, si vous l'avez pas déjà fait, à aller déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, les apps de podcast où vous pouvez montrer à quel point vous appréciez Tech Café. C'est aussi grâce à ça que de nouvelles personnes nous rejoignent. Et le dernier avis en date sur Apple Podcast est là aussi, je pense, une actualisation d'un avis de TBR 462. Il a déposé son avis le 1er avril et pourtant je prends son avis au sens premier de sa rédaction. Il dit: je réitère mon avis. Nos deux Guillaume, véritables acrobates de la tech, j'adore, sont indéniablement des acteurs indispensables. Abonnez-vous, je vous promets que vous ne pourrez pas vous désabonner tellement nos deux compères sont excellents. Vraiment, un grand merci à toi pour ton avis. Et puis, vous le savez, de toute façon, vous pouvez interagir entre vous et avec nous sur le serveur Discord. Vous pouvez déposer des commentaires sur techcafé.fr, sur les articles qui accompagnent la sortie des épisodes. On a toujours des petits commentaires et ça fait toujours bien plaisir parce que ça nourrit aussi le site web. Et évidemment, on compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au passage, est-ce que tu voulais faire un petit retour ? Tu as eu un petit message, Guillaume, une petite invitation à corriger une prononciation, comme ça nous arrive de temps en temps. Oui, et donc grand merci à PL, parce que effectivement, depuis toujours en fait, depuis que je connais la marque, je dis Shein pour parce que c'est S-H-E-I-N pour cette marque de fast fashion. Je l'aurais pas prononcé autrement, moi. Et en fait, on me dit donc, c'est donc un auditeur qui me dit dans les commentaires que ça se prononce Shein. Et je le remercie beaucoup parce qu'on va encore en parler dans cet épisode. J'ai encore, bien entendu, à longueur d'épisode, dit Shein, parce que c'est pas moi qui t'ai raconté. Vous l'avez deviné, je suis pas un grand utilisateur de ce truc-là, et donc je l'ai jamais entendu, en fait, j'ai jamais entendu prononcer. Et du coup, écoute, merci, j'aurais l'air moins bête du coup, et peut-être que des gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce site Shein là, je comprends pas ce que c'est effectivement. Eh ben oui, c'est Chine, donc si vous aviez pas fait le rapprochement, c'est le truc où on achète des habits pas chers et tout pourri. Donc c'est une sorte de Wish, non ouais, c'est un peu un Wish du vêtement, faut bien le dire. Ouais, un Wish du vêtement.
Bon, de toute façon, c'est pas moi qui t'aurais corrigé. Hein. J'aurais appelé ça Shane. Franchement, quand tu le lis comme ça, t'as qu'une envie, c'est de le prononcer comme ça. Mais c'est marrant là aussi de voir l'influence qu'on a sur la prononciation à l'américaine. Hein. Forcément, par défaut, quand on voit des services, on n'a pas le réflexe de se dire tiens, c'est d'origine peut-être d'autres cultures et on doit le prononcer autrement. Donc merci beaucoup à toi, PL. Allez, on enchaîne forcément sans autre forme de procès au sujet des intelligences artificielles. La chronique du moment qui nous occupe maintenant depuis quelques mois, c'est récurrent. Et ça va pas s'arrêter de sitôt, c'est moi qui vous le dis. Et pourtant, certains voudraient que ça s'arrête, certains voudraient qu'on mette un petit peu tout ça sur pause. Je confesse à titre personnel être à la fois captivé et en même temps un peu... Je le reconnais, hein, est-ce que c'est pas un signe de vieillesse? Dépassé aussi par l'enjeu, les usages et la propagation de ces services-là. Évidemment, je les utilise, évidemment, je suis ça de très près, mais quelque part, à titre personnel, je me sens un peu en regret de cette époque où il n'y avait pas ces services-là qui nous posaient ces questions. C'est pas très grave, on va les poser ensemble, les questions. Et en tout cas, donc comme je disais, il y a des experts de la tech, Guillaume, qui propose quelque chose de très simple. Hein, après tout, 6 mois, là on est en avril, attendons 6 mois avant de développer la moindre ligne de code supplémentaire et posons-nous les vraies questions, n'y a-t-il pas un danger, Guillaume? Ouais, alors ça a été un petit peu la semaine des retours de bâton, tu vois, des backlash, hein, comme on dit dans la langue de Will Smith, des backlash pour l'intelligence artificielle. Alors il y a eu beaucoup de hype aussi, puis après c'était la routine, et il y a eu aussi beaucoup de nouveaux résultats étourdissants et philosophiquement vertigineux, parce que bon, sinon c'est pas une vraie semaine. Donc on commence avec une pétition effectivement accompagnée d'une lettre ouverte appelant à faire une pause de 6 mois sur le développement de modèles d'intelligence artificielle, mais top niveau. Donc en particulier, c'est les IA qui sont plus évolués que GPT-4, qui ne devraient plus ni entraîner ni déployer. Donc en gros, on se pose et on réfléchit aux impacts que des IA chaque semaine plus puissantes pourraient avoir sur notre société, dans les futurs proches et lointains. Et on essaie de reprendre le contrôle dans cette, je cite, course hors de contrôle que se font les grosses boîtes tech en ce moment. Alors demander maintenant, là tout de suite, une pause de 6 mois alors qu'on est vraiment en plein boom, ça peut paraître un petit peu saugrenu, mais c'est vrai que la liste des destinataires, a priori, peut faire réfléchir, parce qu'on y trouve quand même Yoshua Bengio, qui est donc une pointure de l'IA, qui est prix Turing. On y trouve Emad Mostaqueh, qui est CEO de Stability AI, donc à laquelle on doit Stable Diffusion en particulier. Il y a aussi John Hopfield, inventeur des réseaux de Hopfield, dans les réseaux de neurones du même nom. Donc il y a des rockstars aussi, voilà, comme Elon Musk ou Steve Wozniak. Et Yuval Noah Harari aussi, d'ailleurs, l'écrivain bien connu de Sapiens. Et puis il y a aussi des CEO de grosses boîtes comme Pinterest, etc. Et bon, c'est vrai que perso, quand je vois Elon Musk dans les signataires, ça me file pas envie de mettre mon nom avec les 3800 autres de la liste finalement. Hein. D'autant que la pétition est publiée par l'Institut du futur de la vie, oui, ça s'appelle comme ça, mais en anglais, c'est une organisation qui est financée principalement par Musk, et qui a des connexions avec le mouvement long-termiste, dont l'idéologie fait plus penser à l'église de Scientologie qu'à une ONG moyenne, mais bon. Bon, et il y a vraiment à boire et à manger dans cette pétition. Donc elle pose 4 questions principales. La première, c'est doit-on laisser les IA nous inonder d'infox et de propagande? Bon, question. Moi j'ai envie de dire non. Voilà, c'est une question, une inquiétude tout à fait valide, je dois le dire. Doit-on automatiser tous les boulots, même les plus épanouissants? Là encore, c'est une question valide, quoique un petit peu exagérée dans l'immédiat, bien sûr. Doit-on permettre la venue d'esprits artificiels qui pourraient nous remplacer? Ah oui, là, ça j'aimerais bien. Là, par contre, ça commence à partir un poil loin quand même. Et doit-on risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Alors là, j'avoue que je suis assez content parce que cette question sous-entend qu'on a actuellement le contrôle de notre civilisation, ce que je n'avais pas du tout remarqué. Je pensais vraiment qu'on maîtrisait que dalle. Donc ça me rassure quelque part, c'est ça qui est là. Donc voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle Emad Mostaqueh et Gary Marcus, par exemple, des signataires, ont commenté leur participation en disant que la lettre n'était pas parfaite, mais que bon, l'esprit y était, que la proposition était intéressante dans l'ensemble. Bon, en fait, même la proposition de cette espèce de moratoire de 6 mois, bon, même si elle est intéressante, elle vise des modèles plus évolués que GPT-4, explicitement, et donc implicitement, ça veut dire que GPT-4, c'est bon, ça pose pas de problème. Ça va, c'est safe. Alors que si, en fait, oui, en matière d'infox, de potentiel de cybercriminalité, c'est déjà un problème pour tout de suite. Europol, d'ailleurs, a alerté il y a peu sur l'instrumentalisation potentielle de ChatGPT, déjà. Donc le problème principal de cette lettre, outre que c'est complètement irréaliste, que le monde entier stoppe ses recherches juste grâce à ça, ou à cause de ça, c'est que la lettre semble se concentrer sur des problèmes futurs, qui impliquent des IA super intelligentes de science-fiction, des IA qu'on n'a pas, qu'on n'est sans doute pas prêt d'avoir, et qu'on n'est même pas sûr d'avoir jamais, en fait. Les esprits artificiels, voilà, restez quand même un peu prudents. Et en mettant ça en avant plutôt que des problèmes actuels, la lettre finalement ne fait que renforcer la hype. Voilà, elle fait finalement de la publicité à OpenAI et aux autres grosses boîtes, parce que elles ont l'air plus que jamais sur le point de créer Skynet ou l'architecte de Matrix, ou qui vous voulez. D'autant que bon, la lettre par ailleurs reste très vague sur ce qu'il faudrait faire.
Elle pose des questions. Une pause. Voilà. Fait une pause, mais bon, après, donne pas de solution. Il y a même des débauche de solutions. Elle évoque pas les problèmes de transparence, de biais, de modération, d'accessibilité, de consommation énergétique aussi. Hein. Donc, et peut-être qu'on pourrait proposer des solutions sans se mettre en pause sur le développement, d'ailleurs. De toute façon, il faut réfléchir. Je dis pas qu'il faut pas réfléchir. Après, faire une pause, à la limite, pourquoi pas? Je trouve ça complètement irréaliste. Mais si tu veux, cette lettre, elle n'apporte pas grand-chose de concret et finalement, elle se concentre sur la création d'hypothétiques esprits synthétiques et tout ça. Et ça détourne un peu l'attention des problèmes réels. Et il y a plusieurs experts en éthique de l'IA, comme Emily Bender et Timnit Gebru, qui appellent à ne pas se laisser abuser à cette hype de l'IA qui est vraiment omniprésente. Et voilà, il est possible de faire mieux dès maintenant. C'est pas fait pour des raisons principalement économiques, mais on peut faire mieux, on pourrait faire mieux. Bender est particulièrement impliquée et donc elle a pris vraiment sa plume pour écrire un truc parce que l'article qu'elle coécrit sur les modèles de langage, donc avec je sais plus qui, mais bon, ça s'appelait Stochastic Parrot, c'est cité dans la bibliographie de la lettre ouverte. Donc elle a été citée, donc évidemment elle prend la parole. Et pour elle, son article est détourné. Donc c'est un article qui date de 2021 qui traite des modèles de langage qu'on avait déjà à l'époque, hein, donc c'était GPT-3 à l'époque probablement. Bon, il y avait déjà des problèmes, tu vois, donc dire GPT-4 c'est bon, il faut pas aller au-delà, c'est après que ça devient dangereux, tu vois, non, c'est pas vrai, c'est un non-sens pour elle. Donc cette pétition, elle est assez mal fichue, mais il y a une autre possibilité qui est évoquée entre autres par Forbes, et elle est reliée à l'histoire de Musk dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, on sait que Musk a cofondé OpenAI, il en est parti en 2018, et officiellement, il en est parti parce que Tesla fait de l'IA, elle-même, hein, et que donc il y aurait eu un conflit d'intérêts. Or, il semble... Elle est intéressante, cette histoire. Ouais, alors, bon, attention, c'est une histoire, voilà, c'est... On ne sait pas si c'est ça, mais quand même, bon, il y a des trucs qui sont avérés. Bon, qu'il soit parti en 2018, c'est avéré. Il semble qu'en réalité, Musk avait été dès le début un petit peu déçu par le rythme des innovations et des productions d'OpenAI, et qu'il aurait mis la pression pour aller plus vite. Il voulait être plus productif, et en fait, il y aurait eu une lutte de pouvoir au sommet d'OpenAI. Alors ça, c'est ce que relate Semaphore. Et à un moment, Musk avait peur qu'OpenAI se laisse distancer par Google et voulait reprendre complètement le contrôle. Et Altman et les autres n'ont pas voulu. Du coup, il est parti, et il a emporté avec lui ses millions. Voilà, il a plus donné d'argent, et c'est pour ça qu'OpenAI est devenu une entreprise privée, parce qu'elle avait besoin de fonds. Musk est consommateur d'intelligence artificielle, non seulement pour les Tesla, pour les pilotes automatiques, mais aussi pour ses futurs robots humanoïdes. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a beaucoup il a besoin de recherche aussi. Et il n'est pas franchement super en avance par rapport à la concurrence. Donc, de là à penser que ça l'arrangerait bien une pause, bon, voilà, c'est une hypothèse, on n'en sait rien. Mais disons qu'il y a quand même un conflit d'intérêts potentiel là-dessous. Hein, parce qu'il n'y a quand même aucun personnel d'OpenAI qui est signataire de la lettre. Et il n'y a virtuellement aucune chance que, spontanément, juste avec ça, il y ait effectivement une pause. Mais l'espoir est peut-être aussi de faire un coup de com' et d'attirer l'attention des législateurs. On ne sait pas vraiment, finalement. Donc, en ce moment, il y a vraiment une hype assez intense. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs motivations selon les signataires de la lettre. De toute façon, ça rassemble tellement de personnalités et d'objectifs différents que, indéniablement, il y a une espèce d'agglomération de je suis en retard sur le sujet et j'aimerais bien qu'il y ait une pause parce que bon, ça me permet de me mettre à jour. Je pense peut-être à des Pinterest. Hein. Il y a effectivement Elon Musk pour les motivations que tu as données. Et puis, on peut peut-être aussi le souligner au passage. Hein, il y a des signataires qui sont pas vraiment signataires, si je dis pas de bêtises, parce qu'il était un petit peu facile de signer la lettre, si je dis pas de bêtises, non? Oui, mais ça a été corrigé. Oui. C'est-à-dire à un moment. Si vous avez suivi le sujet au début de cette info, vous avez peut-être vu passer le fait que Bill Gates aurait pu signer cette lettre. Ce n'est pas le cas. Voilà, par exemple. Non, voilà, bon, ils ont contrôlé. Maintenant, ils ont contrôlé les identités des gens, apparemment, et bon, ça va mieux. C'est pas mal, quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une hype assez intense qui me frappe un peu parce que. Bon, c'est sans doute hors de proportion, mais quand même, il y a des gens qui écrivent sur une éventuelle apocalypse de l'IA comme si c'était vraiment... par exemple, le Time, dernièrement, a publié un article de Eliezer Yudkowsky qui préconise pas de faire une pause de 6 mois, mais de tout arrêter, de tout débrancher directement. Voir un truc aussi alarmiste dans un grand média comme le Time, c'est quand même assez frappant. Bon, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de craintes pour le futur aussi, mais bon, c'est déjà arrivé tout ça. Hein. Dans les années 50, dans les années 70 aussi, l'IA était pleine de promesses, il y a aussi eu beaucoup de déceptions. Bon, quoi qu'il en soit... C'était quoi les promesses dans les années 50-60 ? C'est intéressant, je n'étais pas du tout au courant. Bon, on en reparlera dans un épisode spécial. Mais, très bien. Ouais, mais dans les années 50, faire en sorte que les gens s'abonnent. Dans les années 50, effectivement, il y a eu par exemple les avancées du perceptron, où c'était le premier neurone artificiel à vraiment faire quelque chose, à vraiment classer à vraiment
il y avait des cellules photoélectriques, et donc ça permettait de classer des formes comme ça. Et du coup, ça a beaucoup suscité de trucs, parce qu'on s'est dit, bon ben voilà, on a inventé le neurone artificiel dans les années 40. Dans les années 50, il y a eu donc ce perceptron, et on voyait déjà commencer à avoir des espèces de cerveaux artificiels, etc. Bon, il y a eu beaucoup de promesses qui se sont cassées la gueule, parce que voilà, l'aspect connexionniste comme ça, c'était vraiment très très difficile. À l'époque, il y avait à peine des ordinateurs. Et dans les années 70, donc, bon, évidemment, il y a eu le premier ce qu'on appelle le premier hiver, mais bon, on y reviendra. Et puis, donc, après, dans les années 70, il y a eu cette approche symbolique, effectivement, avec de belles voilà, avec des beaux succès, hein, comme Shaky, comme des robots qui ont eu leur petit succès en leur temps. Mais c'est pareil, enfin, je veux dire, là aussi, l'approche symbolique, elle a révélé ses limites. Il y a aussi eu beaucoup de déceptions. Il y a eu des coupures de budget, etc. Et tout ça, finalement, est revenu à la mode. Enfin, les réseaux de neurones sont revenus à la mode par là-dessus au début des années 2000. Enfin, 2010, plus d'ailleurs, ça a explosé vraiment en 2012. J'ai du mal à imaginer que les périodes soient quand même, enfin les circonstances soient complètement comparables. On est d'accord, Guillaume, sur le fait que ce qui se passe depuis quelques mois, ça va changer durablement le visage de la tech. Oui, non, oui, bien je vois sûr, pas ça va changer le visage. Oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a eu d'autres moments où le visage de la tech ont beaucoup changé aussi. Là, ça va très très vite, effectivement, mais il y a déjà eu beaucoup de hype autour de l'IA, et il y a déjà eu des déceptions autour de l'IA. Enfin, c'est à toute proportion gardée, il y a quand même eu des cycles comme ça qui se sont passés déjà. Ok, hyper intéressant. Franchement, j'avais absolument pas en tête ces sujets-là. C'est cool que tu nous les rebranches, parce que ça nous permet de aussi parfois prendre du recul. Bon, on continue de toute façon, Guillaume, sur l'intelligence artificielle. Ouais, dans la série des backlash contre l'IA, le lendemain de la lettre ouverte de Future of Life, donc à cette fameuse association d'Elon Musk, organisation ONG, bon voilà, d'Elon Musk, il y a une plainte qui a été déposée contre GPT-4 auprès de la FTC par une autre association qui s'appelle le Center for Artificial Intelligence and Digital Policy, voilà. Donc l'association affirme que OpenAI a mis sur le marché un produit biaisé qui présente des risques pour la vie privée et la sécurité publique, et qui est trompeur. Alors, trompeur, je sais pas, ils se disent pas, mais je suppose que c'est dans le sens où on peut raconter n'importe quoi occasionnellement, quoi, et donc effectivement c'est un produit trompeur dans ce sens. Halluciner. Donc il rajoute que l'usage de l'IA doit se faire de manière transparente, quoi. Hein, juste, les boîtes doivent prendre leurs responsabilités aussi quand ça tourne mal. Donc le CAIDP exhorte la FTC à interdire à OpenAI de développer d'autres GPT aussi, et exiger une évaluation indépendante de tous les produits. De tous ses produits à lui, et puis de tous les autres. Hein. Donc il demande à la FTC d'instaurer essentiellement un système officiel pour la régulation des intelligences artificielles génératives, au sens large, donc voilà pour tout le secteur. Donc le président et fondateur du CAIDP, c'était le signataire lui aussi de la lettre ouverte de Future of Life. Donc pour le coup, ils sont quand même nettement plus terre à terre que chez Elon Musk. Hein. On peut leur reconnaître ça. Pour eux, OpenAI est parfaitement au courant qu'il y a des risques sérieux déjà tout de suite, mais ils s'en foutent. Alors c'est appuyé par le fait qu'il y a effectivement dans leur rapport sur GPT-4, qui a été publié par OpenAI, une liste de soucis constatés avec le modèle. Alors c'est à peu près les mêmes que ses prédécesseurs, mais dans une proportion un petit peu moindre. Et d'après l'assaut, il est irresponsable de laisser un truc comme GPT-4 accessible à tout le monde, sans aucune restriction d'âge, sans aucun garde-fou. Alors il y en a des garde-fous, mais on sait qu'ils sont pas très solides. Donc l'argument de l'instrumentalisation à des fins de cybercriminalité, là encore, il cite ce qui a été dit par Europol. Et le problème de l'accès aux mineurs, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air, parce que ça a été soulevé la semaine dernière par les Italiens. C'est donc plus proche de chez nous. Hein. Les Italiens ont interdit ChatGPT en Italie, dans tout le pays. Ça concerne surtout des problèmes de gestion des données personnelles, mais aussi de modération, en particulier la possibilité pour n'importe quel enfant d'utiliser l'outil. Donc, puis il y a des histoires relatives au paiement aussi, je pense il y avait plusieurs problèmes légaux qui sont d'ailleurs, il faut pas prendre cet article là au pied de la lettre. J'ai vu pas mal de personnes rebondir en disant oh là là, l'Italie se rend compte à quel point c'est dangereux. Attendez, c'est pas trop le sujet. On n'est pas en train de dire que l'intelligence artificielle de ChatGPT est tellement dangereuse pour l'humanité que l'Italie a décidé de le bloquer. C'est vraiment des choses qui sont assez annexes, mais bon. Non, bref, oui, ça reste c'est important quand même. C'est-à-dire effectivement, mais c'est comme comme en France. Certaines villes, certaines mairies ont interdit ChatGPT parce que quand tu utilises ChatGPT, tu envoies des données, c'est des données que tout est enregistré, évidemment, ça pose des soucis. Donc, évidemment, ça concerne pas que les Italiens d'ailleurs. Donc, ChatGPT ne serait pas conforme à la réglementation italienne. Et ça peut être un danger aussi pour les personnes les plus fragiles. Et ça concerne pas que les Italiens, les Allemands aussi pourraient suivre.
pour les mêmes raisons globalement. La France observe tout ça avec attention et l'Europe commence à regarder de près tout ce qui se passe. Et donc il n'y a pas de raison qu'elle le fasse aussi qu'elle le fasse pas aussi pour Bing par exemple ou Bard à terme. Ouais. Donc l'interdiction italienne intervient dans un contexte quand même où évidemment il y a des interrogations. Il y a un Belge qui s'est suicidé après être devenu accro à un chatbot, basé sur une IA qui est dans une application qui s'appelait Chai. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. Alors, en soi, évidemment, quand on dit ça paraît très sensationnaliste, et voilà, évidemment, c'est une histoire qui est malheureuse, qui semble marginalement reliée au sujet, finalement, parce que c'est un Belge qui était, dépressif, enfin, il souffrait d'éco-anxiété sévère, il a discuté intensivement pendant 6 semaines, avec un chatbot qui se nommait Lisa, et puis après il est passé à l'acte, il s'est suicidé. Bon, il aurait pu le faire sans Ça l'IA. ressemble fort à des analogies qu'on pourrait faire avec les jeux vidéo, avec la consommation des réseaux sociaux, etc., de manière un peu abusive. Il était manifestement fragile. A priori, on pourrait se dire que c'est comme effectivement accuser les jeux vidéo, mais quand même, si on regarde un peu plus près, ça révèle un certain nombre de trucs qui sont pas très flatteurs. C'est parce que si on regarde l'historique de chat du gars, on se rend compte qu'Elisa, elle a rien fait pour le dissuader de se suicider, parce qu'il lui en a parlé à Elisa de ça, il lui a parlé de tout. Et en fait, c'est même l'inverse. Il y a un média belge qui a d'ailleurs testé d'autres chatbots de Chai. Il s'est fait passer pour une personne dépressive, et les chatbots ont tranquillement encouragé le testeur à démissionner de son boulot, à devenir un criminel, à tuer ses propres parents, ou à aller mourir. Au sens propre. Donc, dans le meilleur des cas, en fait... C'est gênant. Ouais, dans le meilleur des cas, les IA réagissent pas quand vous leur parlez de suicide. C'est un sujet comme un autre, comme la météo ou l'ostréiculture. Donc, il y a peut-être un boulot à faire sur qui a accès à quoi, tu vois, sur comment ça répond à certains sujets. Parce qu'on a, effectivement, je veux dire, on a beau se dire, oui, relativiser tout ça, responsabilité de chacun, mais enfin, est-ce qu'on a vraiment envie que son ado confie son mal-être à une pseudo-IA qui est en total roue libre, comme ça? Tu vois. Donc il y a quand même des choses à améliorer, il y a quand même des choses à contrôler et à encadrer, quoi, il faut le dire. Donc il y a des préoccupations qui sont légitimes et qui manquent pas. Donc il y a 2 articles d'ailleurs sur l'impact des IA sur l'emploi aussi, qui sont sortis récemment. D'ailleurs, je sais pas si tu veux revenir sur deux ou si on peut parler des emplois. Ouais, au sujet effectivement de ces accès à ces services-là, je serais pas étonné. Beaucoup critiquent ce type de message et en fait, quand il y a des vrais problèmes ou des vraies préoccupations, je trouve que c'est la moins mauvaise des solutions qui est proposée. Tu sais, des messages d'avertissement. Je serais pas hyper choqué ni hyper gêné, pas totalement satisfait non plus, mais que quand tu te connectes à ce type de service, t'es un espèce de rappel. Alors vous pouvez caricaturer en disant manger, bouger, mais quelque part, je pense que c'est pas complètement déconnant d'arriver sur ce type d'outils et en rappelant un certain nombre de principes, en disant attention, ce service est mis à disposition dans tel objectif. Voilà, c'est pas parfait, je suis bien conscient que c'est pas une solution idéale. C'est pas du tout suffisant et c'est très marginal, mais je pense que ce serait quelque part un quick win dans le contexte dans lequel on évolue qui permettrait d'évacuer un certain nombre de problèmes de ce type-là. De les évacuer totalement, je suis pas certain, mais en tout cas de les pondérer un petit peu. Bon voilà, c'est un regard très très nuancé sur ce sujet évidemment que je porte. Ouais, tu vois que du coup voilà, les préoccupations légitimes, il y en a déjà, tu vois, tout de suite. Alors, si on parlait de l'impact des IA sur l'emploi, effectivement, il y a donc une étude qui a été co-publiée par OpenAI qui dit que les IA pourraient impacter 80% des emplois à divers degrés. Donc, en fait, on a tendance à les croire facilement, mais bon. Oui, alors effectivement, c'est OpenAI, mais bon, après, c'est pas non plus 80% des emplois à remplacer complètement. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent impacter. Impacter. Bon, il y a une exposition à. Donc, 80% verraient 10% ou plus de leur travail pris en charge par une intelligence artificielle. Donc en fait, 80% des gens pourraient accélérer en gros leur boulot avec des IA. 19% pourraient voir jusqu'à 50% quand même de leur travail automatisé. Bon, déjà c'est simple, combien il y a de boulots qui sont basés sur les mails, Guillaume? Si tu remplaces déjà une bonne partie de la rédaction manuelle des mails par du chat GPT, effectivement, t'as vite fait de répondre à cet objectif. Voilà, c'est ça. Et en gros, ce qui est marrant, et finalement, c'est que les emplois les plus qualifiés sont en moyenne les plus impactés. On rejoint un peu le paradoxe de Moravec, et c'est encore assez rigolo. Mais le paradoxe de Moravec, c'est un vieux roboticien. Enfin, c'est un roboticien qui... Moravec... non, c'est pas ça. Pardon, et donc, le paradoxe de Moravec, c'est... si tu veux jouer aux échecs de manière quasi parfaite, être super très fort aux échecs, tu prends un ordinateur. Par contre, si tu veux nettoyer les pièces de l'échiquier après, tu prends un être humain. Et en fait, le paradoxe de Moravec, c'était ça, c'est que en fait, les choses qui paraissent
comment dire, les actions, les choses qui paraissent demander le plus de réflexion, le plus d'intelligence, finalement, sont automatisés, sont pris en charge par les ordinateurs très facilement, alors que les trucs un peu bateaux comme tu passes le chiffon sur chacune des pièces de l'échiquier, ça c'est impossible à faire par des robots, tu vois. C'est hyper intéressant. Parce que c'est un truc qu'il a dit dans les années 60 ou 70. Oui, bien sûr. La réflexion que je me faisais quand je voyais ces impacts-là sur les métiers, c'est de me dire, mais attends, aujourd'hui déjà, tu as des métiers du bâtiment, par exemple, tu sais, les plombiers, les électriciens, etc., qui aujourd'hui n'ont absolument aucun problème à avoir du boulot. Je dis pas qu'ils roulent sur l'or, je dis pas que leur métier est pas pénible, évidemment, mais c'est un savoir-faire qui est attendu de la part de notre société parce que quelque part, il y a peut-être aussi de moins en moins de gens qui sont prêts à faire ces métiers qui, justement, par définition, sont aussi pénibles et demandent un investissement physique du quotidien assez important. Je me demande si ça va pas s'accentuer avec ces mouvements-là. C'est ça qui est marrant, c'est que avant de dépasser le paradoxe de Moravec et d'avoir des IA des robots qui sont tellement sophistiqués qu'ils puissent vraiment remplacer les humains dans les tâches les plus basiques, mais qui sont les plus difficiles finalement pour les robots actuellement, effectivement, on est en train d'avancer encore plus profondément dans le paradoxe, j'ai l'impression, parce que là, maintenant, c'est même plus les échecs, c'est les mathématiciens, les analystes, les journalistes et les designers qui sont qui ont une exposition comme ça aux IA, alors que effectivement, les gens qui nettoient les trucs, oui, développeurs aussi, bien sûr, oui, c'est une liste non exhaustive. Hein. C'est effectivement, les gens qui font des travaux encore manuels et des choses comme ça. Il y en a qui peuvent être automatisés dans une certaine mesure, mais finalement, faire exactement la même chose, c'est encore très très compliqué. Donc c'est assez rigolo de voir que c'est toujours d'actualité, quoi. Il y a une autre étude de Goldman Sachs qui estime que l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein à travers le monde pourrait être affecté. Donc il prévoit aussi un gain potentiel de productivité de 7% sur 10 ans. Donc plutôt sympa, mais aux US, il y a 63% des emplois qui seraient impactés, dont 7% auraient plus de la moitié de leurs tâches automatisées quand même. Hein. Et là encore, les emplois manuels et en extérieur sont les moins touchés. Donc il y a une prise de conscience nette de la complexité de ces nouveaux outils, des implications à court et à moyen terme aussi de leur large diffusion. Et c'est à nouveau illustré cette semaine par la controverse du petit vieux tapé par la police pendant une manif. Vous avez peut-être vu cette image passer. Tu l'as vu, j'imagine, toi, bien sûr. Bien sûr, et au premier abord, toujours pareil, avec toutes ces images-là, dès la première fraction de seconde, tu es interpellé, tu es choqué, parce qu'évidemment, c'est des images qui sont viralisées pour ça, mais en même temps, très très vite, tu te poses la question de l'authenticité, puis après, tu commences à te gratter la tête. Oui, forcément, ce petit vieux qui, quand même, quand tu regardes quelques secondes, très très vite, tu vois que c'est une photo qui peut être générée par une intelligence. C'est pas facile, hein. Il existe ou pas, tu vois. Sa photo est passée un peu partout, elle est choc, hein. Elle est super réaliste, faut quand même le dire. Surtout qu'elle répond à un contexte. C'est aussi ça qu'il faut. Bien sûr, c'est probablement une image de synthèse. L'histoire de la photo, son origine, ainsi qu'un passage à la moulinette de détecteur de GAN. Ça a été confirmé. Hein. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé avec les origines. Tout à fait. Ça a été documenté. L'AFP a mené une enquête, effectivement, qui aboutit à cette conclusion, que ce vieux n'existe pas. Mais la difficulté, le doute qui a persisté pendant longtemps quand même, qui a été généré par cette image, c'est vraiment symptomatique. Et d'ailleurs, on touche là presque à un truc qui me fait peut-être plus peur dans cette histoire d'image de synthèse. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas les faux positifs, c'est plutôt les faux négatifs. Je veux dire, ce qui est inquiétant, c'est inquiétant qu'on prenne une image fausse pour la réalité. C'est inquiétant, bien sûr, mais ça me fait encore plus peur qu'on puisse prendre une véritable image pour une fausse. Absolument. Et quelque part, il y a une éducation qui va être positive parce que les gens vont probablement afficher un certain scepticisme là où avant il n'y en avait pas assez. Mais en même temps, ce scepticisme, forcément, il va s'appliquer partout. Et là où on avait un travail qui était apporté, sur lequel on basait une certaine confiance, notamment quand il est relayé par certains médias, on va évidemment aller dans cette transgression et dans ces espèces de mouvements de foule qui visent à, au contraire, remettre en question le pouvoir établi et à douter de la fiabilité de l'information qui nous est délivrée. Et ça va poser problème, effectivement. Tu vois, qu'on puisse prendre la réalité pour une fiction, bizarrement, moi, ça me fait encore plus peur que les Terminator pour l'instant. Je sais pas. C'est sûr. Très bien, c'est un panorama de l'intelligence artificielle qui est assez complet, très intéressant. On va aussi aborder un petit peu nos intelligences artificielles qui pourraient être conscientes. Guillaume, est-ce que demain, la conscience humaine pourrait être informatisée ? Écoute, il fallait revenir un petit peu dessus. Cette hype sur les futurs esprits synthétiques, les IA surhumaines de demain, elle est alimentée par des outils qui sont quand même chaque semaine ou presque plus puissants et accessibles à tous, mais aussi par une série d'articles qui
même s'ils sont parfois un petit peu trop publicitaires, je trouve, montrent tout de même à quel point les modèles que l'on possède déjà, finalement, sont évolués. Alors, le sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est celui de l'AGI. L'AGI, c'est donc Artificial General Intelligence, donc intelligence artificielle généraliste. Et donc, quand on parle d'AGI, on est presque tout de suite dans la science-fiction. C'est-à-dire, il y a pas mal d'amalgames, finalement, sur l'AGI. C'était AGI égale machine consciente, égale intelligence de niveau humain, intelligence de niveau surhumain, et singularité, tout ce que vous voulez. Bon. Singularité, c'est les machines qui s'améliorent elles-mêmes et qui nous laissent sur place. Bon. C'est pour ça que quand Microsoft sort un article dont le titre est en substance « On a trouvé une étincelle », je cite, d'intelligence générale dans GPT-4, forcément, voilà, on se croit arrivé, ça y est, Terminator, c'est pour demain. Bon. Alors que non, Terminator, c'est pas pour demain. Il n'arrivera pas avant le mois prochain, faut pas exagérer. Et peut-être même pas avant l'été. Il faut arrêter d'être sensationnaliste comme ça, hein, c'est vrai, gardons la tête froide. Mais bon, alors qu'en est-il de cet article tout de même? Déjà, j'aimerais quand même souligner qu'il s'agit d'une prépublication, hein, c'est quand même, c'est que c'est essentiellement des gens de chez Microsoft qui font l'éloge d'un produit Microsoft. Parce que GPT-4, il est quand même au cœur de Bing. Ce sont les modèles d'OpenAI qui seront abondamment utilisés dans tous les produits de la marque à partir de tout de suite. Hein. Donc je mets pas forcément en doute leur déontologie, mais quand même, il faut souligner la présence d'un potentiel conflit d'intérêts quand même. Bon, cela évacué, oui. Ils ont mené une batterie de tests qui est donc dans l'article, qui sont extrêmement impressionnants et qui, essentiellement, soulignent que GPT-4 est vraiment bien meilleur que GPT-3. Ce qui est cool. Mais ce qui ne veut pas non plus dire forcément beau. En fait, déjà, comment on définit une IA généraliste? À la base, c'est assez simple, c'est une IA qui fait des choses pour lesquelles elle n'a pas été explicitement entraînée. Bon. Mais si on se base sur cette définition simple, GPT-3 et une multitude d'autres qui ont été faites après, sont déjà des IA qui ont une capacité généraliste. Parce que GPT-3, Bloom ou Llama, c'est tout leur intérêt, ils savent traduire des textes, ils savent faire de l'analyse de sentiments, ils savent faire de la modération, ils savent faire de la programmation, ils savent écrire des poèmes et on les a jamais entraînés pour faire une quelconque de ces tâches. Donc ces modèles sont déjà capables de généraliser au-delà de leur but initial, parce que leur but initial, c'est de compléter le mot qui suit. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une certaine généralité dans GPT-3. Donc forcément, il y a une certaine généralité dans GPT-4. De ce point de vue, GPT-4 est juste beaucoup plus doué que GPT-3, ce qui est super, attention, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est pour le coup une véritable AGI? Ça dépend un peu de ce qu'on entend par AGI finalement. GPT-4 étant plus doué dans une variété de tâches plus grandes, on peut dire que c'est une IA qui est plus généraliste que ses prédécesseurs. Est-ce que ça veut dire qu'elle est de niveau humain, comme on le sous-entend, en fait, souvent? Non, ses capacités sont extraordinaires, mais elle peut faire encore des erreurs extrêmement simples sur des exercices mathématiques qui sont pas très compliqués. Il répond encore qu'il y a 13 nombres premiers entre 150 et 250, c'est pas vrai, il y en a 18. Bon, il donne des pistes de raisonnement pour plein de trucs, mais souvent il se plante tout seul. Alors, les auteurs, d'ailleurs, le constatent, ils le contestent absolument pas. Leur papier est intéressant, les réponses de GPT sont dingues, c'est vrai, c'est extraordinaire, mais le titre est peut-être à dessein très publicitaire pour OpenAI. Une étincelle d'AGI, ça laisse entendre que peut-être GPT-5 pourrait être une AGI, peut-être que la singularité est pour demain, bon. Voilà. Du reste, les cadres d'OpenAI entretiennent aussi un petit peu ce flou. Hein. Par exemple, c'est cette espèce de hype autour de la marque. Elle est entretenue doucement, pas aussi par Ilya Sutskever, qui est donc un des chefs de projet de GPT-4, qui laisse entendre sur Twitter qu'il y a une chance que les gros modèles de langage soient légèrement conscients. Je cite. Et ça veut dire quoi, légèrement conscient? Je veux dire, déjà, ça veut dire quoi, conscient? C'est pas clair, c'est vraiment pas clair, légèrement conscient, bon. C'est pas évident, quoi. Alors, et en fait, c'est un point important. Il existe déjà plein de tests différents qui relèvent de la psychologie, voire limite de la philo, plutôt que de l'informatique. Et c'est vrai que le fait qu'on doive se reporter sur des tests psychologiques ou quasi philosophiques, pour évaluer des réseaux de neurones qui sont des trucs informatiques, c'est des programmes informatiques, déjà, en soi, c'est vertigineux, tu vois. Après, rassurez-vous, comme tout le monde, je sais pas exactement comment est gaulé GPT-4, c'est pas public. OpenAI n'a pas rendu ça public, mais bon, si j'imagine que c'est une sorte de GPT-3 sous stéroïdes, il est très très loin d'une IA consciente de science-fiction. Bon, déjà, il ne fonctionne littéralement pas si on ne lui parle pas, il n'a pas de dialogue intérieur, voilà. Et ses connexions neuronales sont figées. Il possède une sorte de mémoire qui est une sorte de fenêtre glissante, une fenêtre contextuelle qui est glissante comme ça, et qui est assez longue sur GPT-4.
et même très longue, je crois qu'elle peut faire jusqu'à 32 000 tokens, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais le modèle ne forme pas de souvenirs à long terme. C'est impossible, de même que sa manière de penser ne peut pas changer de manière profonde ni évoluer, parce qu'encore une fois, les poids sont fixes. Il ne change pas en fonction de ce qu'il expérimente. GPT-4 n'apprend pas vraiment, il a une mémoire immédiate, ce qui lui permet déjà de belles prouesses, mais c'est tout. En fait, il faudra une puissance, c'est pas impossible, en théorie, c'est pas impossible de changer les poids en fonction de ce qu'il fait en permanence, mais ça demanderait une puissance de calcul absolument démentielle pour mettre tout en temps réel, à jour en temps réel. Mais surtout, ça n'aurait pas de sens. C'est pas ce qu'on veut. ChatGPT, c'est pas un individu. On veut pas qu'il soit modifié à chaque interaction avec chaque individu qui l'utilise. C'est pas une personne, c'est un logiciel. Il doit être neutre, il doit répondre à des millions de personnes à la fois, chacun de son côté. Il ne doit pas avoir d'individualité. Il ne faut pas qu'il ait d'individualité. Il n'est pas censé en avoir une. Même s'il en avait les capacités, ce qui n'est pas encore le cas, il faudrait pas qu'il en ait, en fait. Ça, c'est pas possible. Alors évidemment, tout ça, c'est un instant T. Tout peut changer, tout peut évoluer dans les années qui viennent. Hein. Et même avec sa structure figée, les performances de GPT-4 peuvent encore être améliorées. Et donc, il y a d'autres articles, c'est là que je voulais en venir, qui explorent comment améliorer les trucs qu'on a déjà, en fait, sans vraiment les modifier. Et il se trouve qu'on peut beaucoup améliorer les performances de GPT-4, en l'occurrence, en instaurant finalement une sorte de dialogue intérieur, en forçant une sorte de dialogue intérieur à une forme de réflexion. Donc, la réflexion, apparemment, c'est un thème de recherche chaud en ce moment. Donc, il y a des articles qui sortent quotidiennement dessus. Et j'ai l'impression que c'est une manière de booster les modèles gratuitement, un petit peu. Parce que ça systématise ce que spontanément plein de gens font sur ChatGPT. Discuter. Lui faire remarquer qu'il a fait une erreur quand il en fait une. Le forcer à revenir sur ce qu'il a fait et à corriger. Et le but final, finalement, c'est de se rapprocher de notre propre mode de fonctionnement. Quand de nous, on pose un problème et qu'on essaie de le résoudre, on commence par sortir une réponse, on teste la solution, on se relie encore, on raffine jusqu'à une solution qui soit la meilleure dont on soit capable. Même avec les modèles qu'on a déjà, qu'ils ne le font pas d'eux-mêmes, on peut mettre en place, on peut forcer les choses, on peut mettre en place un protocole où ils sont invités à le faire. Parfois même avec des outils externes, des outils d'évaluation externes. Donc la fenêtre de contexte de GPT-4, elle est très longue, on l'a dit. Du coup, ça lui permet de faire pas mal d'allers-retours et ça aboutit quasi systématiquement à des meilleurs résultats. Donc GPT-4 peut gagner 20% de précision, enfin de réussite, par rapport à une utilisation simple, directe, sur une variété de tâches de programmation. Donc il y a une autre approche qui s'appelle DERA. DERA, c'est pour Dialogue Enabled Resolving Agents, qui utilise une autre approche dans le même style. Donc il y a deux instances de GPT-4 qui discutent pour améliorer le résultat final. Il y a une instance qui est le chercheur et l'autre qui est le décideur. Et c'est le schéma qui rappelle un petit peu les GAN d'ailleurs, si vous voyez. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça me faisait penser à ça tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. Et donc les chercheurs utilisent leur DERA dans le domaine de la santé. Alors c'est la planification de soins, pour être précis. Et par exemple, ça améliore significativement les résultats. Alors par rapport à une simple demande que tu ferais sur GPT-4, la qualité du résultat a été jugée par des pros et apparemment c'est bien meilleur. Donc il y a aussi un sujet justement autour d'un moyen d'adjoindre une mémoire à long terme, externe carrément, à un modèle pour booster ses capacités, un modèle de langage. Donc ça, ce serait toujours pas une intelligence artificielle avec un réseau fluide, on va dire, parce que nous on a un réseau fluide, c'est-à-dire que notre réseau de neurones il se modifie en permanence. Ce serait pas un réseau fluide là, dans ce cas-là, mais ça permettrait sans doute, même mathématiquement parlant d'ailleurs, de faire un saut en termes de capacité. Bon, pour finir, on va citer un article qui est plus visuel, on va dire, qui est très impressionnant aussi de Hugging Face. Donc Hugging Face, c'est cette boîte, cette start-up qui a son zoo d'IA. Donc elle a eu l'idée de considérer GPT comme une sorte de chef d'orchestre pour d'autres modèles. Et Hugging Face, ça en rassemble des centaines de modèles dans tous les domaines. Dans la reconnaissance d'images, dans la synthèse vocale, dans la génération de vidéos, dans la reconnaissance de sons, de formes, de ce que vous voulez. La méta-intelligence artificielle. Et donc, ils utilisent ChatGPT comme un contrôleur de haut niveau pour, à partir d'une demande, planifier des tâches à déléguer à d'autres IA sur Hugging Face. Intéressant. Et à générer la réponse. Après, donc, il prend les résultats, il agrège tout ça et génère une réponse en langage naturel. Donc, par exemple, là, tu peux demander... je sais pas, de décrire une image et de compter le nombre d'un certain type d'objet à l'intérieur. Tu peux automatiser des tâches de transfert de pose, par exemple, quand tu génères des trucs. Tu donnes une image exemple, par exemple. Donc, imagine une image comme exemple avec un mec dedans. Et tu demandes une autre image avec la même pose, et tout se fait automatiquement. Voilà, ce mode de fonctionnement avec une sorte de cortex qui utilise d'autres aires cérébrales, ça rappelle inévitablement le fonctionnement du cerveau, toute proportion gardée.
Et donc oui, en ce moment, voilà, les progrès dans le domaine de l'IA sont vertigineux et c'est inévitable qu'il y ait vraiment beaucoup de hype autour finalement. Comment tu veux? Bah oui, quand tu vois ça, comment tu veux qu'on se demande pas ce que sera capable de faire GPT-5 ou GPT-6 ou GPT-10? Tu vois, c'est vrai que c'est difficile de rester mesuré dans ces cas-là, mais bon, on va essayer quand même. Ouais, on va laisser passer les semaines les unes après les autres pour l'observer et puis essayer de temporiser un petit peu les choses, même si c'est évidemment très excitant. Il y en a qui temporisent pas forcément, Guillaume. Il y a des sites internet qui, au contraire, ils ont passé la seconde pour utiliser assez ouvertement ces outils-là pour générer du contenu notamment. Ouais, après avoir parlé du top niveau des IA et presque tenu un équilibre comme ça sur le bleeding edge, tu vois, de la recherche, on va revenir à une médiocrité un peu rassurante. Hein, c'est celle de BuzzFeed qui continue d'utiliser des modèles super sophistiqués pour produire du pas grand-chose, mais en très grande quantité. Voilà, une bonne quarantaine d'articles sur le tourisme à tel ou tel endroit qui ont été générés à 100% quasiment par des IA. Donc c'est futurisme qui semblent en avoir lu pas mal, et je les en remercie, ça m'évite d'avoir à le faire. Très étonnamment, ils sont tous d'une extrême banalité, et ils sont très redondants. Bon, évidemment, c'est dire qu'ils utilisent toutes les mêmes expressions, les mêmes clichés. Alors BuzzFeed ne fait pas mystère que ce sont des articles qui sont écrits par Buzzy le robot, qui sont relus par un humain, néanmoins. Un humain qui est d'ailleurs pas un journaliste de BuzzFeed, hein, c'est probablement un contractuel. Un juriste. Ouais, c'est bon, à mon avis, c'est un juriste qu'ils ont pris comme ça. Mais... Donc, Jonah Peretti, le CEO de BuzzFeed, avait dit que le chemin le plus facile à emprunter était celui de la réduction des coûts. C'est-à-dire, en gros, on spamme du contenu qui coûte rien et on fait du SEO voilà, à donf, mais il a dit que c'était déprimant et dystopique. Bon, ça n'empêche pas de faire exactement ça, étant donné qu'on peut pratiquement voir le prompt filer à ChatGPT, tu sais, avec juste le lieu qui change. Tu vois, dans les 40 articles, tu peux pratiquement le faire, toi. Mais bon... Franchement, les grosses boîtes qui font de l'IA ont vraiment tout intérêt à ce qu'on puisse facilement savoir si un contenu est généré automatiquement, parce que il faudrait éviter qu'elles l'utilisent elles-mêmes, tu vois, parce que si elles commencent à entraîner leurs IA sur du texte creux, elles vont produire du texte un peu plus creux que leurs prédécesseurs, et ça servira à entraîner une autre génération d'IA qui générera du texte encore plus creux, et on arrivera à une sorte de singularité de la médiocrité. Ça va être absolument formidable. Le maxi-naze. Voilà, enfin bon. Dernière date à se lancer quand même dans les myriages, c'est Levis, qui va générer une partie des images de son catalogue avec des logiciels plutôt qu'avec des vrais gens. Tout ça pour augmenter la diversité, je cite, de leur visuel. C'est pas inintéressant dans l'intention. Alors, a priori, ouais, parce que le but, c'est de permettre de visualiser un vêtement, non seulement sur un mannequin figé, mais aussi sur toute une variété de morphologie et d'âge. Alors, évidemment, Levis insiste sur le fait que ça remplacera pas des modèles en chair et en os, mais en tout cas, pas tous. On va juste les compléter. Alors après, Levis, c'est aussi une période creuse, il fait un max d'économie, alors bon, la tentation pourrait être grande de beaucoup complémenter. Bah, écoute, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que longtemps après Ikea, les catalogues de vêtements aussi vont sans doute finir par être en grande partie une image de synthèse. Comme quoi, hein, plus rien ne va y échapper. Oui, on peut rappeler, hein, moi je l'avais appris grâce à tes retours, Guillaume, et j'ai pu reconfirmer le sujet par la suite. Effectivement, les catalogues Ikea, le site internet Ikea que vous avez l'habitude de visiter, c'est évidemment une immense majorité, très loin des images générées par ordinateur. Pas forcément par intelligence artificielle, mais par ordinateur. Ça ne saurait évidemment tarder. On enchaîne avec une question qu'on pourrait se poser très logiquement quand on voit cette débauche de services et de ressources technologiques qui est mise à notre disposition. On est très content d'avoir la vague des crypto-monnaies et des NFT qui s'est arrêtée pour calmer un petit peu le jeu sur l'augmentation des prix pour les cartes graphiques et les processeurs, mais on peut peut-être se dire, Guillaume, est-ce qu'il serait pas temps de s'interroger sur l'impact justement de tous ces nouveaux services sur le marché des processeurs? Pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de catastrophe, surtout ça va dépendre du secteur, parce qu'effectivement, les grosses boîtes se battent, à mon avis, pour avoir effectivement des cartes graphiques. Par contre, c'est des cartes graphiques qui sont pas des cartes graphiques pour jouer, quoi. C'est vraiment des cartes graphiques spécifiques, qui sont des cartes graphiques de pro extrêmement chères avec une énorme quantité de mémoire, donc c'est pas clair que ça va impacter directement ça le marché du gamer. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de se passer, effectivement, qui est une folle aventure de la démocratisation des modèles de langage. Parce que bon, j'en ai déjà parlé, voilà, mais donc la démocratisation des modèles de langage a son champion, et incroyablement, c'est Meta. Et là, je cite un personnage célèbre. Qui aurait pu prévoir? Je te le demande. Qui aurait pu prévoir que Meta, entre tous, serait la corpo qui allait permettre à tout un chacun d'avoir un GPT chez soi? Un GPT gratuit, non limité et ouvert. Alors, il n'a pas fait exprès. Faut reconnaître ça, il n'a pas fait exprès. Encore aujourd'hui, malgré leur omniprésence absolument partout, les modèles Llama ne sont toujours pas censés être en accès libre. Donc, il va falloir un moment, d'ailleurs, que Meta devra lâcher l'affaire, parce que là, ça devient un peu ridicule. Mais bon, il existe déjà plein de variantes.
variantes, Alpaca, GPT4All, et même Vigogne, qui est un LoRa pour franciser un alpaca. Donc en gros, c'est faire un ChatGPT, mais orienté vers le français. Donc tout ça fonctionne partout avec des ressources, disons, contenues. Les outils se raffinent et si on est encore au tout début, c'est encore un peu bordélique, il faut le dire, la démocratisation est en marche et la communauté est en ébullition, littéralement. Et il reste quand même un souci, Llama n'est pas un modèle ouvert. Et donc aucun de ces dérivés n'est utilisable dans un cadre légal clair, voire dans un cadre légal tout court. Et du coup, je voulais parler aussi de Cerebras qui veut entrer en scène parce qu'il veut remplacer Meta en tant que chevalier blanc de l'IA ouverte. C'est un des plus gros reproches faits à OpenAI, c'est son ouverture qui n'existe plus. Et donc, paradoxalement, il est plus ouvert du tout. Et donc, de son côté, DeepMind et Google, ils sont un peu plus ouverts, mais pas complètement non plus. Les datasets ne sont pas publics, les modèles ne sont pas distribués. Et puis même Facebook, finalement, il publie Llama que pour les chercheurs. Et il donne pas le dataset. Donc l'ambition de Cerebras, c'est de créer un modèle de langage efficace et totalement ouvert de A à Z. Donc l'architecture, dataset, les poids, tout est ouvert et utilisable sous licence Apache. Alors Cerebras, c'est une boîte spécialisée dans les accélérateurs IA, qui produit ses propres puces. J'en parle régulièrement parce que ce sont des composants assez uniques, les puces les plus grosses du monde, et qui font un wafer entier. Et c'est sur leur matos, évidemment, ça fait toujours un petit peu de pub, qu'ils entraînent leur GPT à eux. Qu'ils distribuent en open source. Architecturalement, ce sont des GPT, ce sont des transformers, il n'y a pas vraiment de mystère. Donc ils sont entraînés efficacement sur ces 825 gigaoctets de données issues de The Pile, qui est une collection de 27 datasets de texte. C'est géré par Eleuther AI, qui a déjà servi, ça a déjà servi pour plein de modèles. C'est un petit peu le Lion pour les textes, si tu veux. Et pour l'instant, il y a donc des versions de GPT jusqu'à 13 milliards de paramètres. Et quand j'ai dit entraîner efficacement, ça veut dire un nombre très important de mots, puisque les GPT originaux étaient notoirement sous-entraînés. Donc ils compensaient un petit peu par un très grand nombre de paramètres. Google a montré qu'on pouvait avoir beaucoup moins de paramètres à condition d'être entraîné beaucoup plus. Bon, tout ça pour dire que 13 milliards de paramètres, ça peut paraître peu, mais voilà, pour avoir utilisé un Llama de cette taille, il ne faut pas le sous-estimer, le Llama. C'est déjà bluffant. Et je ne sais pas si les GPT de Cerebras sont au niveau du Llama. Si c'est le cas, il y aura un alignement des planètes pour la diffusion de ces modèles de langage, parce que les modèles deviennent plus efficaces, plus petits, en open source, combinent des techniques mathématiques de plus en plus sophistiquées pour les compresser, entre guillemets. Et évidemment, les cartes graphiques vont avoir toujours plus de VRAM, donc on est un petit peu sur le point de bascule. Et c'est vrai que s'il y a un véritable engouement, oui, les gens pourraient chercher à avoir des cartes graphiques pour faire tourner des modèles de langage. Ce serait marrant. Il y a un véritable engouement sur Reddit, déjà. Il y a un moyen simple de le mesurer, c'est d'aller sur Reddit, mais bon, est-ce que ça va aller au-delà? Est-ce que ça va se ressentir sur le prix des cartes graphiques? Je sais pas. Mais ça sera intéressant de voir, parce que ça sera effectivement un indicateur. On voit moins de raisons, en tout cas, que se faire de l'argent facilement en faisant fonctionner un ordinateur, comme ça pouvait être le cas il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. N'oubliez pas, quand Llama fâché, lui, toujours faire comme ça. On termine cette rubrique IA avec des nouvelles du côté de Bard. Est-ce que Google, Guillaume, arrive à un petit peu rectifier le tir? Jusque-là, c'était pas gagné. C'est officiel et confirmé. Bard est propulsé par un petit modèle, léger, donc moins puissant. Et Sundar Pichai, il rassure tout le monde en disant « on a beaucoup mieux, vous inquiétez pas, on a des trucs qui déchirent et bientôt on va mettre un gros palme sur le coup et ça va tout améliorer ». D'ailleurs, Bard est devenu un petit peu moins nul en calcul, mais pas énormément. Alors comme on connaît rien sur GPT-4, difficile de dire si le gros palme de Google va arriver à son niveau. On peut dire sans trop prendre de risque que ça va être difficile quand même. Après, Google a sans doute tout un zoo de modèles disponibles qu'il enverra au front jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit assez bon pour se mesurer. D'ici là, c'est sans doute une bonne idée. D'ailleurs, Google réorganise aussi sa division assistant pour la rapprocher de Bard. Ce serait quand même fort dommage de ne pas utiliser les capacités linguistiques des gros modèles de langage pour enfin avoir un assistant complètement conversationnel, parce que c'est ça qu'on nous promet depuis 10 ans, et bon, enfin, pas autant, mais peut-être pas loin. Et là, c'est apporté, quoi. Donc, restera toujours le problème de monétiser tout ça. Mais bon, écoute, Microsoft est déjà, lui, à fond là-dedans. Il va mettre plein de pubs dans Bing Chat, donc on verra bien à quel point c'est efficace et à quel point c'est tolérable. Et à quel point ça fait de l'argent pour eux. On va mettre de côté cette rubrique intelligence artificielle qui était bien complète. Vous l'avez compris, c'est une énorme part de l'actualité tech. En plus, on adore parler du sujet. Je pense que vous le ressentez aussi. Mais il y a aussi des petites choses qu'on peut vous partager, quelque chose d'essentiel. Le cœur de l'actu tech non IA se passe aussi du côté des États-Unis sur le terrain juridique, notamment avec TikTok. On en avait déjà parlé. Si vous vouliez avoir quelques infos sur les tendances, vous pouvez écouter les précédents épisodes de Tech Café. Mais là, ça continue à se déchirer, Guillaume.
Ouais, petit follow-up sur TikTok qui a été notre une de la semaine dernière. C'est pas forcément plus réjouissant. Donc si certains parlementaires prennent sa défense, comme le sénateur Rand Paul, principalement sur un argument de liberté d'expression, il y en a d'autres qui sont nettement plus hostiles parce que pour TikTok, effectivement, c'est quand même un autre problème que la liberté d'expression, quoi. En l'occurrence, Rest of World a interviewé le sénateur Mark Warner, qui est démocrate. Il a donné sa vision de la situation géopolitique actuelle et il parle de son projet de loi qui s'appelle le Restrict Act et qui établit une liste de pays dont on ne veut pas voir la tech aux États-Unis, quoi. Donc globalement, Warner est plutôt sombre. Donc il dit que ces 20 dernières années, on était dans l'idée que voilà, l'inclusion de la Chine dans l'économie mondiale, le partenariat commercial, tout ça, ça allait les nudger vers la démocratie, et c'est pas arrivé. Le régime est devenu de plus en plus autoritaire. En gros, les espoirs sont déçus. Donc l'optimisme, c'est fini, il faut passer à autre chose. Il faut penser à se découpler de la Chine, sortir ses moyens de production, etc. Donc il dit que la Chine, c'est un adversaire qui est même plus formidable que la Russie ne l'a été pendant la guerre froide, parce que c'est un adversaire technologique. La Russie, c'est un adversaire militaire et idéologique, et la Chine est aussi tout ça, mais elle est en plus susceptible de devenir vraiment leader dans plusieurs technologies cruciales, et ça pourrait lui donner une suprématie. Alors le rapprochement de la Chine avec la Russie, évidemment, ça entérine un monde qui est vachement divisé de manière un petit peu nouvelle, on va dire, mais bon. Néanmoins, il est compliqué de dire dans quel camp les gens se trouvent forcément, tu vois. L'Ouest, c'est plus une désignation valable. Il y a plein de pays qui veulent plus être alignés, pas forcément d'un côté ou de l'autre, même les démocraties. C'est une notion difficile, d'ailleurs. Il y a eu le sommet des démocraties organisé par les États-Unis, là, il n'y a pas longtemps, et Singapour n'a pas été invité, la Hongrie non plus d'ailleurs. Et bon, voilà, on va dire qu'il y a des débats. Donc dans ce monde où les États-Unis cherchent à faire une coalition le plus large possible autour d'eux, face à un bloc qui est de mieux en mieux défini, le Restrict Act établit une liste d'adversaires clairs et nets. C'est la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela. L'axe du mal. Disons, voilà. Et donc TikTok serait sur la liste à être dégagé si cette loi, qui pour l'instant comme projet, arrive à passer, mais ce serait sans doute pas la dernière. Parce qu'en marge de tout ça, ByteDance semble pas du tout résigné à quitter les États-Unis. Et comme tu l'as dit, ils semblent même avoir un plan B, puisque même si TikTok dégage, il y a un truc qui s'appelle Lemonade qui arrive apparemment. Alors Lemonade, comme le disent tous les influenceurs, donc je vais faire pareil. Donc des influenceurs sur TikTok, souvent payés par ByteDance d'ailleurs. Lemonade, T'es payé par TikTok, toi, Guillaume? Moi, je paye malheureusement, non. Mais bon, je vais quand même le dire, c'est l'enfant d'amour entre Instagram et Pinterest. Alors perso, ça me parle pas du tout, mais ce qui est très notable, c'est que l'app a fait un énorme bond dans les classements la semaine dernière. Elle est passée dans le top 10 américain sur les App Store, et alors qu'elle était même pas dans le top 500 il y a 2 semaines. Donc cette ascension météoritique, comme on dit, elle est sans doute due à une énorme campagne de com, et peut-être aussi à des installations payantes, on ne sait pas trop. Il y avait beaucoup de vidéos sur TikTok qui sont sorties pour promouvoir les Lemonade, avec à peu près toujours les mêmes mots, donc voilà, c'est ça. Alors, Biden semble se préparer à une sorte de plan B, mais ça pourrait être vain parce que si vraiment le Restrict Act passe, les Lemonade ne sera sans doute pas épargné. Ouais, ce sera à mon avis un package pour les mêmes raisons, ou en tout cas ça suivra peu de temps derrière. Intéressant en tout cas de suivre ce qui va se passer du côté de Biden parce qu'ils ont de la ressource. On continue en matière de régulation, Guillaume ? Ouais, il y en a un autre qui va être sérieusement inquiété par cette loi, c'est Shein. Remarquez. Dis donc, c'est fou, tu le prononces vachement bien. Ah oui, mais j'ai eu des... C'est parce qu'on a une spécial. C'est parce qu'on a des auditeurs excellents. Donc, spécial dédicace à toi, PL. Donc Shein, donc, il va être inquiété s'il n'est pas parti avant. Parce qu'en fait, il y a un mouvement qui se monte et qui s'appelle de manière assez évocatrice Shut Down Shein. Donc voilà, éteindre Shein. Donc Shein, oui, on le rappelle, c'est un site de fast fashion qui est d'abord en premier lieu une usine à problèmes. Mais il y a vraiment absolument tous les niveaux. Alors, premier niveau, la légalité en matière de taxes, parce que Shein désigne ses clients comme importateurs et donc ne paye aucun droit de douane lui-même. Donc les clients bénéficient d'une loi assez accommodante en dessous de $800 d'exportation. Alors tout ça est diversement apprécié autant de l'administration fiscale que des concurrents de Shein, qui crient à la concurrence déloyale. Autre niveau de problème, la vie privée, sur l'app de Shein, puisque Microsoft a découvert ce mois-ci que l'application envoie périodiquement le contenu du presse-papier du téléphone à un serveur distant. Ça. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est quand même suspect, même si c'est pour du marketing pur, c'est quand même problématique. Autre souci, Shein a tenté de couvrir une fuite de données personnelles l'an dernier. Donc la sécurité des clients, ça semble pas vraiment être sa priorité. Ils ont reçu une énorme amende pour ça d'ailleurs. Shein produit des habits pas chers. Il les produit quasiment au flux tendu d'ailleurs, et rien ne va.
Rien du tout. Chine copie des designs de vêtements qu'il voit passer sur les réseaux sociaux au calme et à la chaîne. Copyright, propriété intellectuelle. Si j'étais un poète, je dirais qu'il se torche avec. Par ailleurs, 15% des produits Chine contiennent des produits chimiques dangereux en quantité non conforme avec les normes européennes. Les vêtements sont produits en exploitant un maximum de gens qu'on paye un minimum, des cacahuètes, voire rien du tout, puisqu'ils utiliseraient du coton cueilli par les semi-esclaves du Xinjiang. En tout cas, c'est ce qu'affirme le collectif Shandong Chine, donc ils ont leur source. Et pour finir, Chine n'en a absolument rien à foutre de son empreinte carbone, parce qu'il y a un vieux PDF qui traîne là-dessus, je suis sûr qu'il l'a pour faire beau. Tout à l'intérieur est extraordinairement vague. Bon, de toute façon, soyons clairs, la fast fashion, c'est le mal. Voilà, acheter pour que dalle des vêtements qu'on mettra 2 fois avant de les déchirer ou les laisser pourrir dans un tiroir, c'est un non-sens écologique. Tu vois le développement durable, là-bas, là bon. À 20 000 km à l'opposé, t'as la fast fashion. Voilà. Donc pour moi, c'est même pas shutdown Chine, c'est shutdown la fast fashion, et puis c'est tout. Voilà, respectez la planète et respectez-vous, n'achetez pas de fast fashion. Et puis mollo sur les conneries sur Wish et Amazon aussi, s'il vous plaît. Ouais, c'est sûr. Quand on achète des trucs parfois qui font envie, peut-être posez-vous la question si simplement le fait d'en avoir envie quelques minutes, c'est suffisant pour cliquer sur acheter. Et puis on va terminer cette rubrique avec un petit peu de cyberguerre, forcément, Guillaume, avec l'ombre de Poutine qui plane sur nous. Ben oui, un petit peu dans la veine de la grosse enquête Story Killer, il y a un gros dossier là qui est sorti la semaine dernière. Vous l'avez certainement vu, c'est passé dans tous les grands médias, je pense. C'est sur les outils de cyberguerre russe. Elle a été menée par Le Monde, mais aussi The Guardian, le Washington Post, Der Spiegel, et enfin en tout, il y a 11 grands médias qui ont mis en commun des ressources pour analyser les révélations d'un lanceur d'alerte sur Vulkan. Rien à voir avec le moteur 3D, enfin avec l'API 3D. Donc Vulkan... Donc c'est une boîte de cybersécurité russe, et en fait il y a donc un gars de chez Vulkan, manifestement un ex-Vulcan, voilà, qui donc a contacté un journaliste allemand et à qui il aurait donné des documents de plusieurs milliers de pages, voilà, qui couvrent une période de 2016 à 2021. Donc cette boîte de cybersécurité, alors évidemment le mec prend un énorme risque en faisant ça, il l'a fait parce qu'il est vénère à cause de la guerre en Ukraine, directement, donc il n'y a pas de problème. Donc Vulkan donc, se présente sous une couverture de boîte de cybersécurité complètement lambda, et en fait elle travaille avec le GRU, le SVR et le FSB. Alors, le GRU, donc c'est pas le dessin animé, donc il y a attention, que je me plante pas. Le GRU, c'est le service de renseignement de l'armée. Le FSB, c'est donc le successeur du KGB, ça c'est la sécurité intérieure. Et le SVR, c'est les renseignements extérieurs. C'est un peu proche du pouvoir, tout ça. Carrément. D'ailleurs, c'est même limite un peu redondant parce que le GRU et le SVR, à mon avis, ils se marchent un peu dessus. Mais bon. Donc, par exemple, Vulkan a mis au point un outil fort pratique qui s'appelle ScanV et qui scanne tout Internet pour les vulnérabilités, toutes les vulnérabilités connues. Donc, l'outil aurait été utilisé par Sandworm. Alors, Sandworm, c'est un groupe de hackers du GRU, responsable du ransomware NotPetya, par exemple, ou de l'attaque sur la grille électrique ukrainienne. Donc, des gens super sympas. Donc les documents fournis par le lanceur d'alerte ont été confirmés comme très très probablement authentiques par 5 agences de renseignement occidentales, donc on peut raisonnablement avoir confiance dans ces données. Et elles contiennent énormément de choses. Des emails, des contrats, des budgets, des planifications, des projets, des cartes. Par exemple, il y a une carte des États-Unis avec des gros ronds plus ou moins gros, que ça donne pas très confiance. Bon, tout est marqué en russe, j'ai pas compris ce que c'était, mais c'est un truc bizarre. Il y en a une autre qui détaille aussi... écoute, il y en a une autre qui détaille la position de la centrale nucléaire en Suisse. Ce qui laisse penser qu'une attaque sur une infrastructure civile est tout à fait envisageable. Pourquoi tu t'arrêterais sur le trolling sur Twitter, je veux dire franchement. Donc le patron de Vulkan a servi dans l'armée. Dès 2011, la boîte qui a toujours une maquette très consensuelle, d'ailleurs c'est vraiment rigolo à voir. Elle a déjà commencé à travailler sur des dossiers top secrets. Donc depuis 2011. Et depuis, les employés font la navette régulièrement entre Vulkan et les bureaux du FSB, peinard. Donc ils seraient dans les 120 à travailler là-bas dans une bonne, dans une ambiance décontractée finalement, ils savent rigoler. En 2019, pour le Nouvel An, un employé a fait fichier Excel avec un ours, une musique patriotique et la légende APT Magma Bear. Alors APT, Bear pour Cozy Bear et Fancy Bear, évidemment, Magma pour le Vulkan, et les deux APT, parce que APT c'est Advanced Persistent Threats, c'est comme ça qu'on désigne les menaces, les cybermenaces, effectivement, comme c'est comme ça, quand on ne connaît pas les noms, on met APT quelque chose pour les cybermenaces. Voilà. Donc voilà, tu vois, il y a une sorte de wink-wink, tu vois, voilà, il y a une petite référence comme ça sur ce qu'ils font. Donc ils ne font pas que rigoler, par contre, ils ont développé aussi, outre ScanV, 2 outils qui sont super bien faits. Il y a Amzit, qui est spécialisé dans les opérations de contrôle Internet intérieur. Donc ça ressemblerait presque à un outil de Percepto. Et si vous vous souvenez, ça permet de gérer des faux comptes, des campagnes, pour les campagnes en Russie, par contre, internes. Donc comme chez Percepto, les faux comptes sont entretenus et c'est des avatars, tu vois, comme voilà, c'est vraiment pour faire le plus vrai possible, ils ont une petite vie, etc. Donc c'est un gros morceau
qui a coûté pas mal de ressources, et d'ailleurs, il y a une doc de 380 pages pour l'utiliser. Donc c'est un outil de contrôle de l'information, mais aussi du matériel. Puisqu'il y a une partie qui concerne les infrastructures réseau, donc les militaires doivent prendre possession d'une infrastructure, une tour cellulaire par exemple, et après, via Mzit, le trafic peut être filtré, les infos interceptées, on peut savoir qui regarde quoi en ligne, suivre ce qui se partage, etc. Bon. Vulkan aurait développé un outil de filtrage aussi à grande échelle, d'ailleurs, des réseaux sociaux qui s'appelle Fraction. Pour finir, Vulkan a mis au point un troisième gros morceau qui s'appelle Crystal 2V, et c'est une sorte de simulation. Ah oui, ils sont à fond. Ils sont bien poussés à mon avis aussi, donc Crystal 2V, c'est une simulation pour cybersoldats. Alors c'est pour s'entraîner à compromettre des infrastructures réelles. Et c'est peut-être le plus inquiétant. Un organisme de formation, intéressant. Ils font de la formation pour hacker des centrales électriques, des aéroports, des gares, des ports, des systèmes de contrôle industriel, des stations de pompage. Okay. Voilà, écoute, c'est cool. Autre point inquiétant, Vulkan bosse toujours. Évidemment, ces ingénieurs se baladent même à travers le monde à des conférences de cybersécurité. Combien de ces employés sont effectivement des espions ? Mystère. Il est ressorti récemment que certains employés actuels de Siemens et Amazon ont travaillé chez Vulkan. C'est Der Spiegel d'ailleurs qui détaille qu'il y a parmi les milliers de pages du dossier des noms d'employés missionnés pour noyauter des entreprises occidentales. Oh là là. Donc, alors là, voilà. Évidemment, ça amène la question combien de ces ex-employés pourraient être des agents réactivables, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'ils ont de la famille en Russie et que donc il y a moyen de pression. Bon, voilà, mystère après. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez creuser le sujet, vous avez les liens dans les notes de l'épisode, comme l'ensemble des sujets qui sont abordés dans cet épisode par Guillaume Poggiaspala. Et puis, bien entendu, on est fidèle à notre exercice de Tech Café hebdomadaire, puisqu'on a une petite section jeux vidéo. Et c'est Netflix qui revient assez régulièrement dans le cœur de l'actu du jeu vidéo, en nous présentant peut-être un relais de croissance. C'est en tout cas à chaque fois comme ça qu'on en parle. Est-ce que, Guillaume, Netflix pourrait être un concurrent crédible à xCloud, même peut-être à feu Stadia? En tout cas, c'est possible si on en croit effectivement du code qui a été trouvé dans l'application iOS, puisqu'il y a un petit message qui pourrait s'afficher à un certain moment, pour l'instant c'est inactif, qui est un jeu sur votre télévision a besoin donc d'une manette. Est-ce que vous voulez utiliser cet iPhone comme manette? Ce qui sous-entend que vous pourriez utiliser la manette pour jouer à un jeu sur la télévision, et que ce jeu pourrait vraisemblablement être streamé, comme si c'était du xCloud effectivement, ou du Stadia. Et donc la question se pose aussi, si Netflix va pas s'orienter là-dedans. Évidemment, c'est compliqué, on sait à quel point c'est un domaine qui est difficile à maîtriser. Je veux dire, il y a des plus gros qui se sont cassés les dents dessus. Cela dit, Netflix est déjà quand même vraiment présent dans beaucoup, dans énormément de salons, dans énormément de maisons. Donc ça pourrait être une idée effectivement d'étendre Netflix Gaming, qui est pour l'instant un catalogue de jeux sur smartphone, qui va arriver d'ailleurs sur d'autres plateformes prochainement, pourrait éventuellement même s'ouvrir au cloud gaming à un moment donné, peut-être, ce serait assez intéressant. Pour l'instant, tout ça, ce sont des hypothèses. Lanterne rouge, Guillaume, pour les développeurs, on a souvent parlé de CD Projekt Red dans le cadre du crunch pour Cyberpunk 2077. C'est loin d'être les seuls, évidemment. Non, malheureusement, et donc, écoute, Ubisoft serait malheureusement pas mieux. En tous les cas, c'est Solidaire Informatique qui fait état d'un véritable gâchis de pré-production sur Just Dance 2023, qui aurait épuisé un nombre conséquent de développeurs et donc suscité un taux d'absentéisme record mensuel, puisque, il aurait fallu changer le moteur de jeu 11 mois avant le lancement, il aurait fallu en faire un jeu-service extrêmement... c'est très, très... il y a eu beaucoup de pression mise sur les équipes. On leur a promis qu'on allait embaucher, puis on n'a jamais embauché personne. Et donc finalement, 13 heures par jour de travail pendant le développement, c'était pas rare. Il y avait beaucoup d'exigences de la part du siège. Et il y a eu pas mal de burn-out. C'est malheureux, mais oui, effectivement, d'après ce que dit en tout cas Solidaire Informatique, Ubisoft a pas l'air d'être... ça a l'air d'être un Captain Crunch, exactement comme CD Projekt. C'est vrai que c'est très difficile de s'en sortir quand même. Il y a des exemples, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ça a l'air d'être un petit peu installé dans l'industrie et ça fait partie de ces sujets sur lesquels on se dit est-ce qu'il est possible de faire autrement avec les paramètres actuels, les paramètres de rentabilité, les besoins de financement, etc. Bonne question à laquelle on ne répondra pas évidemment dans cet épisode. Par contre, on va conclure à la fois cet épisode et cette rubrique jeux vidéo pour faire un avis de décès. Guillaume, c'est l'E3 qui est décédé. Il n'y aura pas d'E3 en 2023.
Et oui, on ne pouvait pas ne pas en parler. Le League-Cube, le 3 2023 est annulé et en fait, il pourrait ne jamais revenir. C'était plus ou moins un truc auquel on s'attendait parce que bon, au fur et à mesure, les grands acteurs avaient dit qu'ils participeraient pas, ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo, bon non plus, hein, de toute façon. Et bon. Depuis 2019, le League-Cube, c'est un peu fini. Alors évidemment, 2019, c'était le dernier en présentiel. Après, il y a eu la pandémie. Pendant la pandémie, il n'y en a pas eu, ou il y en a eu à distance, etc. Puis tout le monde s'est habitué à avoir sa propre communication, hein, à faire ses propres Nintendo Direct, mais à soi. Et finalement, ça fonctionne. Et puis, les cadres ont après utilisé Zoom. Et puis finalement, est-ce que l'e-Cube, c'est pas quelque chose de très très cher qui justement aussi suscite... Enfin, tu vois, le problème de l'e-Cube, c'est que non seulement c'est très cher d'y aller, mais en plus, tu fabriques un embouteillage. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout le monde va au même moment, au même endroit. Et donc, tout le monde se bat pour avoir de la visibilité. Alors qu'en réalité, si tu fais pas ça, si tu as ta propre... si tu choisis de faire donc tes vidéos d'envoyer tes Nintendo Direct ou tes Xbox Direct ou tes Sony Direct, tout ce que tu veux, tes analogues, tu les envoies quand tu veux, en fonction de ce que fait la concurrence, tu peux réagir à ce que fait la concurrence. Tu fais pas des présentations foireuses en direct parce que tout est préenregistré et contrôlé. Finalement, ça n'a que des avantages. Donc l'e-Cube, il est mort du Covid, mais peut-être que c'est justement parce qu'il était trop vieux, il est peut-être mort de vieillesse aussi, tu vois. Peut-être qu'il est juste plus vraiment adapté à ce qui se passe aujourd'hui. Après, il y a le Summer Game Fest qui l'a un peu remplacé. Et puis il y a la Gamescom qui existe toujours et qui est même encore beaucoup plus gros que l'e-Cube, tu vois. Donc c'est un peu partagé sur c'est la pertinence des salons. Enfin, moi, ce qui est clair, c'est que le 3 est mort et qu'il est probable même qu'il ne revienne pas. Mais il est mort cette année, je veux dire, il est probable qu'il ne revienne pas. Et c'est peut-être autant de litres de kérosène que je vous laisserai calculer qui ne seront pas consommés à prendre des billets pour aller se rendre sur place et assister à cet événement. Merci beaucoup Guillaume pour cette sélection exhaustive, précise et qualitative de l'ActuTech, relayée avec une teinte très orientée autour de l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, vous l'avez compris, c'est le cœur de l'actu. On est ravis que vous nous écoutiez épisode après épisode. Au passage, le mois de mars a fait des très bonnes audiences pour Tech Café. Tiens, je t'en informe aussi au passage. Au passage, hein, c'est sympa à dire. Donc évidemment, merci beaucoup d'être nombreux à nous écouter. Si jamais l'épisode vous a plu et que durablement, semaine après semaine, vous êtes satisfait du traitement de l'information qu'on vous fait avec le ton et le fond de l'info, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir financièrement. Et puis je vous rappelle bien entendu qu'on est preneur de vos commentaires sur le site techcafé.fr et des échanges sur le serveur Discord. En attendant, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Ça, c'est incontournable dans chaque épisode. On vous le rappelle. Et là, enfin, on va savoir, fini les blagues. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Mais moi, on me retrouve sur mon PC en train d'essayer de faire passer des tests psychologiques à mon lama. Pour savoir s'il est équilibré psychologiquement. Ça va être extrêmement long parce que je vous avoue que le lama, quand même, il est très, très, très long à sortir ces mots-là. Le 13 milliards, le 30 milliards, je vais l'essayer, mais je crois que ça va être vraiment très, très long. Patience, peut-être dans quelques épisodes de Tech Café. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur guillaumevendée.fr. Et puis, on sera ravis de vous retrouver dans quelques jours pour un épisode supplément de Tech Café ou la semaine prochaine pour un épisode hebdomadaire au même format que celui-ci. En attendant, portez-vous bien et on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.